venons-en au plat de résistance de cette rentrée sur les marchés qui se tiendra donc en fin de semaine, le symposium de Jackson Hole, organisé chaque année dans le Wyoming par la Fed de Kansas City. Et c'est Thomas Koster qui est avec nous en visioconférence depuis Genève pour évoquer ce rendez-vous économiste senior US chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Thomas. Bonjour Grégoire. On va parler effectivement des munitions dont dispose Jérôme Powell pour sa communication à l'occasion de ce symposium. Il s'exprimera vendredi après-midi, heure française, Jérôme Powell. Mais déjà un mot sur la forme, parce que ça a été un sujet fluctuant au cours des derniers mois. Finalement, le symposium de Jackson Hole devait se tenir en présentiel. Ça, c'était il y a encore quelques jours, quelques semaines. Et finalement, dernier revirement de situation en date, le symposium se tiendra à distance. Tout à fait, et c'est vrai que le meeting de Jackson Hole donc amène la rentrée, quelque part, la rentrée de la politique monétaire américaine. Et en plus, là, ça devait un peu montrer la réouverture, ça devait un peu consacrer la réouverture de l'économie américaine qui, grâce au vaccin, devait donc réouvrir fortement. Et là, on se voit que à cause du fameux variant Delta, les choses prennent une autre tournure et donc le Jackson Hole revient à un format en distanciel, donc à cause du coronavirus qui est toujours prévalent. Donc la vraie question, c'est en effet, est-ce que ce coronavirus va infléchir ou non les plans de Jérôme Powell? Personnellement, je pense que ça sera seulement à la marge. Je pense que la Réserve fédérale a l'air d'être assez convaincue de ses plans de réduire les achats d'actifs d'ici la fin de l'année. Oui, j'allais dire, voilà, au-delà de l'aspect sanitaire fluctuant et de la petite reprogrammation de mise en forme de Jackson Hole, quels sont les arguments fondamentaux dont dispose aujourd'hui Jérôme Powell? Je note quand même qu'on a eu consécutivement 2 rapports sur l'emploi qui sont très très forts, à près de 1 million de jobs retrouvés en juin et en juillet. On verra si août s'inscrit dans cette tendance également, Thomas, mais j'imagine que ce sont quand même pour le coup des paramètres très importants là pour la Fed. Tout à fait. Donc il y a un contexte macroéconomique et un contexte aussi technique. Le contexte macroéconomique, on le connaît tous. La reprise a été assez forte. On est dans un contexte aussi où l'inflation a rebondi très fortement et continue d'être très soutenue. Et en effet, le marché de l'emploi, qui est la vraie clé pour la Réserve fédérale, le marché de l'emploi se tient très bien puisque le taux de chômage continue de baisser et toujours plus fortement qu'attendu. On a aussi la fin des allocations chômage extraordinaires qui a tendance à drainer les gens de retour sur le marché de l'emploi. Donc bref, un marché de l'emploi qui se tient très fortement, mais il y a aussi des facteurs techniques, notamment le fait que on a en fait trop de liquidités dans le marché monétaire puisque la Fed, dans une autre facilité, doit retirer de la liquidité dans le marché monétaire parce qu'il y en a un peu trop à cause du QE. Je rappelle que la Fed achète pour 120 milliards de dollars par mois d'obligations, donc c'est tout à fait énorme. Puis il y a aussi un autre facteur qui est aussi assez intéressant, qui rentre en jeu, c'est celui du prix des actifs et du prix des maisons, puisqu'on a vu en fait que le prix des actifs se porte donc très bien, voire trop bien, d'après certains membres de la Fed qui craignent qu'il y ait potentiellement un retour de bâton par rapport à ces actifs et par rapport au prix des maisons, puisqu'on est sur des prix des maisons qui montent de plus de 20% en rythme annuel. Et donc la Fed a un peu peur que la politique de taux bas, la politique de liquidité abondante nourrisse un peu trop quelque part le prix des actifs. Et donc tout ça mis bout à bout, ça fait une décision de commencer à mettre fin à ces achats d'actifs. À propos de taux bas, justement, Thomas, là, dans le tableau de bord de la Réserve fédérale américaine, comment est-ce que la Fed analyse le niveau des taux longs, la courbe des taux aux États-Unis? C'est vrai qu'on a vu, alors, au mieux, on a vu un 10 ans américain fin mars qui atteignait 1,75, 1,80%. On n'est même pas revenu sur les niveaux de 10 ans américains qui prévalaient avant la crise. On est entre 1,25 et 1,30 au moment où on se parle sur le 10 ans américain. Est-ce que du point de vue de la Fed, dans une logique de réduire son accommodation, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est l'idée que le marché envoie un feu vert en disant oui, vous pouvez y aller, on est prêt? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un petit risque de marché à prendre pour la Fed si jamais il y avait trop de complaisance sur ce marché obligataire aujourd'hui? Oui, non, je pense que Jérôme Powell a fait quand même un bon travail. Notamment, l'écueil principal, c'était d'éviter ce qui s'est passé en 2013, la dernière fois que la Fed avait donc réduit ses achats d'actifs, puisqu'on avait eu un peu un mini crack obligataire avec des taux qui étaient montés en flèche. Et là, c'est la situation inverse, puisque les taux se traînent très bien, mais même un peu trop bien quelque part. Mais voilà, le taper a été quand même très très bien communiqué. Les gens savent de quoi il s'agit. Quand est-ce que le calendrier? On sait que c'est d'ici la fin
de l'année, les marchés sont complètement préparés, hein, j'ai envie de dire. Donc quelque part, c'est dans le prix. Est-ce que sur les taux longs, est-ce qu'il y a encore du potentiel, un peu de rebond potentiellement, à la fois à cause d'une inflation qui pourrait rester un peu plus élevée qu'attendue, mais aussi les taux réels qui pourraient aussi monter quand même dans un contexte où on va quand même retirer des liquidités. Mmh. Bon, et donc concrètement, là, je ne sais pas, est-ce que vous avez un schéma idéal en tête pour le tapering, que ce soit en termes de calendrier, en termes de rythme de réduction des achats d'actifs également? De quel actif parle-t-on, Thomas? Oui, alors je pense que concernant le mois de septembre, c'est un peu difficile à mon avis, hein, parce qu'il y a beaucoup de deadlines au niveau du budget, au niveau de Washington DC et du Congrès. Hein. On a le besoin d'un nouveau budget pour le mois d'octobre. Il y a la question de la limite de la dette. Il y a plein de plans d'infrastructure et des plans de dépenses qui sont en discussion au Congrès. Donc il y a beaucoup de choses au Congrès qui pourraient un peu rendre la Fed hésitante d'y aller, à mon avis, dès le mois de septembre. Par contre, après ça, les mois de novembre et décembre sont clairement des mois qui sont, à mon avis, dans le viseur de la Réserve fédérale. Donc potentiellement, moi je m'attendais au mois de décembre, ça peut tout à fait être au mois de novembre, et on parlerait potentiellement d'une réduction. À mon avis, au début, je m'attendais plutôt à 10 milliards de dollars par mois. Là, on peut plus être sur du 15 milliards de dollars par mois. Donc je rappelle, hein, les achats d'actifs à l'heure actuelle, c'est 120 milliards de dollars par mois. Donc ça resterait quand même un tapering et une baisse qui va être très progressive. Hein. La Fed va essayer de ménager la chèvre et le chou quelque part et d'être très graduelle dans son approche de resserrement monétaire. D'ailleurs, hein, je le rappelle aussi, c'est important, le resserrement monétaire n'est que vraiment très graduel. Et d'ailleurs, il n'y a pas encore, à mon avis, de resserrement monétaire avant d'augmenter les taux au-delà du rythme d'inflation. Hein, et avant qu'on arrive à des taux d'intérêt à 2% de la Réserve fédérale, on en aura pour un bout de temps. C'est un point clé, Thomas. Vous dites même en période de réduction de ces achats d'actifs, la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine restera accommodante. Tout à fait. Je pense que ça, c'est le facteur clé. D'ailleurs, la Fed essaye de vendre un peu le tapering comme non pas un resserrement de la politique monétaire, mais moins d'accommodation monétaire. Et donc, on reste dans une politique qui est accommodante. Encore une fois, si vous regardez aussi le pricing de marché, en fait, le marché monétaire ne s'attend pas à ce que la Fed augmente les taux au-delà de 2% d'ici 2027-2028. Donc, on a un pricing qui est encore très dovish. Et c'est vrai que pour des gens qui ont une optique d'allocation d'actifs, il faut se poser la question, que faire dans un contexte où les taux pourraient rester potentiellement très bas et l'inflation potentiellement au-delà de 2% pour certains mois, voire certains trimestres, voire potentiellement certaines années. Merci beaucoup Thomas, merci d'être avec nous chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse, les équipes de Pictet Wealth Management. Voilà donc pour ce résumé, les infos clés du jour à mi-séance, vous le savez, donc c'est votre rendez-vous 12h30, 13h pour Smart Bourse, et on se retrouve ce soir en direct à 17h, nouvel horaire, la grande édition 17h, 18h pour Smart Bourse, chaque jour du lundi au vendredi sur Bismart.